L'idéologie politique d'un gouvernement est un concept primordial pour ce qu'il en est de la pollution. En effet, il est possible de voir que certains idéaux sont plus écologiques que d'autres. En comparant la droite à la gauche, les conservateurs ou libéraux, il est possible de cerner les convictions écologiques des partis politiques. À titre d'exemple, on peut percevoir que le parti conservateur de Stephen Harper n'avait pas la protection de l'environnement comme étant une priorité. En effet, celui-ci a retiré le Canada du protocole de Kyoto, un protocole ayant pour objectif la diminution des gaz à effet de serre. Oui, ben ça fait partie aujourd'hui des revendications de la gauche euh, de lutter contre les changements climatiques en général, mais aussi contre toute forme de dégradation environnementale. La pollution, c'est peut-être un peu plus large que les changements climatiques. La droite met davantage de l'avant l'importance de la responsabilité individuelle devant les problèmes auxquels on est confronté. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'elle ne se préoccupe pas de pollution ou de changement climatique, mais elle va se tourner un peu plus vers des solutions individuelles plutôt que des solutions collectives. Les pays du Sud qui demandent aux pays du Nord de reconnaître leurs responsabilités, à partir du moment où on reconnaît notre responsabilité dans l'état actuel de dégradation du climat, il me semble que ça vient avec des gestes de réparation. À mon sens, c'est ce que le gouvernement Harper ne souhaitait pas faire quand il dit que ça sert juste à prélever de l'argent aux pays les plus riches. En effet, c'est ça qui est demandé, que les pays les plus riches utilisent leurs ressources financières pour mettre en place des mesures pour permettre l'adaptation des populations au changement climatique dans leur propre pays, mais qu'ils financent aussi ces mesures-là dans les pays du Sud. Il dit que les cibles étaient irréalisables. Il n'est pas le seul à le dire. C'est clairement ambitieux. En même temps, les rapports scientifiques du GIEC depuis des années sont assez clairs. Là. On s'en va vers un réchauffement qui va avoir des impacts de plus en plus importants, avec des effets multiplicateurs aussi. Donc, c'est aussi irréaliste de penser de continuer à vivre comme ça. Dans une autre voie politique, il serait judicieux d'aborder et de dépeindre des engagements et des promesses gouvernementales en ce qui a trait à la diminution de l'empreinte carbonique. Au XXIe siècle, le Canada a fait 8 engagements qui visent tous à réduire le taux de gaz à effet de serre, pour ainsi être un pays minimalement polluant. La politique canadienne n'est pas la seule à s'être engagée dans une lutte contre la pollution et ses conséquences. On peut à titre d'exemple citer la France qui, en 1996, a adopté une loi sur l'air et l'utilisation raisonnable de l'énergie. Au niveau international, il y a eu l'adoption d'accords qui visent la réduction mondiale de gaz à effet de serre. Par exemple, en 1992, il y a la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été adoptée. Encore au Canada, dans le dessein de réduire le taux de pollution, le premier ministre Justin Trudeau a mis en place des mesures contre la présence du plastique non recyclable. Dans un autre angle, il serait pertinent de se pencher sur les incitations et les influences des dirigeants dans le domaine de l'automobile. En effet, ce domaine, si ce n'est pas le premier, fait partie des plus grands pollueurs en termes d'industrie. Le gouvernement encourage récurremment la population à se procurer des véhicules électriques pour préserver la nature. Or, selon Thomas Gerbet, la production de la voiture électrique elle-même pollue jusqu'à 2 fois plus que la voiture à essence. Pour illustrer ces incitations, on peut notamment citer le gouvernement du Québec qui ne cesse de vanter les voitures électriques en les qualifiant de plusieurs noms attirants tels que voitures zéro émission ou encore voitures propres. Néanmoins, en ayant connaissance du processus de fabrication de ces voitures électriques, il est judicieux de se pencher sur les réelles intentions des gouvernements qui encouragent leur vente. Le courant de pensée qui est au cœur de notre recherche et qui se doit d'être étudié individuellement est le capitalisme. Cette doctrine visant l'augmentation du capital ne tient pas réellement compte des ressources utilisées ou des dommages faits à l'environnement durant le processus de fabrication. Par conséquent, il est juste de dire que le capitalisme incite une exploitation extrême des ressources afin d'obtenir plus de capital. D'ailleurs, à ce sujet, les scientifiques s'accordent pour considérer que le réchauffement global est en grande partie le résultat de la concentration en hausse de dioxyde de carbone et d'autres émissions de gaz à effet de serre. L'augmentation de ces émissions est causée par les activités humaines, principalement la combustion d'énergie fossile et des changements dans l'utilisation des sols,
comme l'agriculture, la déforestation et autres. Bien que les ressources non renouvelables telles que les énergies fossiles soient polluantes, les industries ont les privilèges aux énergies renouvelables pour plusieurs raisons. Par exemple, le pétrole est l'énergie fossile la plus populaire qui est au-dessus de toute autre énergie pour deux principaux facteurs, soit le transport aisé de celui-ci et sa densité énergétique plus volumineuse. Ainsi, les politiques ne cessent pas entièrement de baser leurs idéologies sur ce courant politique et économique en raison du capital gagné. Le capitalisme est donc un concept politique central dans notre recherche, dû au fait de son omniprésence dans les sociétés occidentales, dont le Canada.